C'est Noël 1971. Et une ambiance festive règne à Lima, au Pérou. Juliane Köpke, une adolescente de 17 ans, est impatiente de retrouver son père, un biologiste, dans leur maison familiale au cœur de l'Amazonie. Elle et sa mère, Maria Köpke, une ornithologue renommée, ont réservé des places sur le vol LANSA 508, une liaison régulière qui doit relier Lima à Pucallpa. Mais ce qui s'annonce comme un trajet de routine va se transformer en un cauchemar sans précédent. Le 24 décembre 1971, Juliane et sa mère montent à bord de l'avion, un Lockheed L-188 Electra, avec 90 autres passagers. Dès le départ, l'adolescente sent une certaine inquiétude. L'avion semble vétuste et plusieurs passagers expriment des doutes sur l'état de l'appareil. Pourtant, le décollage se passe sans incident. Juliane regarde par la fenêtre, admirant la vue imprenable sur la forêt dense de l'Amazonie qui s'étend sous leurs pieds. Après 1 heure de vol, tout bascule. L'avion entre dans une zone de turbulence intense. De violents éclairs illuminent l'obscurité du ciel, et des secousses secouent dans l'appareil. Le personnel de bord tente de rassurer les passagers, mais l'angoisse gagne tout le monde. Soudain, un éclair frappe directement l'aile gauche de l'avion, provoquant une explosion. L'appareil perd rapidement de l'altitude, et les cris de terreur remplissent la cabine. Juliane serre la main de sa mère avec force. Elle se souvient plus tard avoir entendu sa mère murmurer « Ça y est, c'est la fin !» En quelques secondes, l'avion se désintègre en plein vol. Projetée hors de l'appareil, toujours attachée à son siège, Juliane tombe dans le vide depuis une altitude de 3000 mètres. Incroyablement, Juliane survit à cette chute miraculeuse. Son siège et la végétation dense de la canopée amortissent l'impact. Lorsqu'elle reprend conscience, elle est allongée sur le sol de la jungle, sous un soleil de plomb. Elle est blessée. Sa clavicule est fracturée, son œil droit est presque fermé par un hématome, et son corps est couvert de coupures et de contusions. Pourtant, elle est en vie, ce qui semble inimaginable. Juliane réalise rapidement qu'elle est seule. Elle appelle désespérément sa mère, mais seule la cacophonie de la jungle lui répond. Elle ne sait pas encore que personne, à part elle, n'a survécu à l'accident. Dès le premier jour, Juliane met en pratique ce qu'elle a appris auprès de ses parents scientifiques. Elle sait que pour survivre, elle doit trouver de l'eau. Elle se dirige vers un ruisseau qu'elle a entendu couler non loin. Les jours suivants, ce ruisseau devient son guide, car elle sait que suivre un cours d'eau peut la mener à une rivière, et éventuellement à des habitations humaines. Avec pour seul équipement la robe qu'elle portait et une sandale qu'elle a miraculeusement retrouvée, Juliane avance dans la jungle. Elle marche dans l'eau pour éviter de laisser des traces qui pourraient attirer des prédateurs comme les jaguars ou les serpents. Les moustiques et autres insectes la harcèlent sans répit et ses blessures s'infectent rapidement dans l'humidité omniprésente. Pour se nourrir, elle trouve des fruits tombés des arbres, mais reste extrêmement prudente. Elle a appris de ses parents que de nombreuses plantes de la jungle sont toxiques. La pluie lui fournit de l'eau potable, qu'elle boit à même les feuilles. Les nuits sont les plus terrifiantes. La jungle se remplit de bruits étranges, le hurlement des singes, le bruissement des serpents dans les feuilles, le grondement lointain des jaguars. Juliane lutte pour ne pas céder à la panique. Elle garde en tête un seul objectif, continuer à avancer. Au fil des jours, les blessures de Juliane empirent. Une plaie sur son bras gauche commence à grouiller de larves. Dans une tentative désespérée, elle utilise une technique apprise de son père. Elle applique un liquide trouvé dans un vieux bidon flottant sur le ruisseau, croyant qu'il s'agit de kérosène. La douleur est atroce, mais elle réussit à extraire les larves, limitant ainsi l'infection. Sa solitude devient de plus en plus pesante. Elle parle à voix haute, comme pour se rappeler qu'elle est toujours vivante. Elle pense à son père, à sa mère, et à la vie qu'elle pourrait ne jamais revoir. Au 10e jour, épuisée et à bout de force, Juliane aperçoit enfin un signe d'activité humaine. Un bateau attaché à un arbre le long de la rivière. Elle rassemble ses dernières forces pour atteindre une cabane rudimentaire qu'elle découvre à proximité. À l'intérieur, elle trouve un bidon d'essence et s'enduit à nouveau les plaies pour tuer les parasites. Peu après, des bûcherons arrivent à la cabane. Horrifiés par son état, ils la transportent en canoë sur plusieurs kilomètres jusqu'à un village. De là, Juliane est emmenée à l'hôpital le plus proche, où elle retrouve enfin son père, qui croyait avoir perdu à la fois sa femme et sa fille.